c'est l'heure de recevoir Odile Morin en visio pour parler du Conseil de l'Europe qui a épinglé la France incapable de garantir les droits fondamentaux aux personnes handicapées. C'est l'entretien express. Bonjour Odile Morin. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci Oui, beaucoup. donc bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Voilà, Alors, donc effectivement, il y a une décision qui a été publiée le 17 avril dernier du Comité européen des droits sociaux, qui est une ouais. émanation du Conseil de l'Europe, sur les droits des personnes handicapées Oui, il suite parle à une ouvertement réclamation. de violation des droits des personnes handicapées, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Hein, ça faisait suite à une réclamation de 2018 de deux organisations, le Forum européen des personnes handicapées et Inclusion Europe. D'accord. Et donc, cette décision qui conclut à l'unanimité que la France enfreint 3 articles de la Charte des droits sociaux et que ça empêche les personnes handicapées de mener une vie indépendante est une excellente décision. Il faut savoir elle s'appuie, hein, cette décision, sur la Charte sociale européenne, qui est un traité du Conseil de l'Europe qui garantit des droits sociaux, économiques fondamentaux et qui est un peu le pendant de la Convention européenne des droits de l'homme. Et Mhm. cette charte, elle est considérée comme, on peut dire, la constitution sociale de l'Europe. Euh, donc, ce comité a listé un certain nombre de violations des droits. C'est une excellente décision. Le problème, c'est qu'elle n'entraîne pas de conséquences sur les droits au quotidien des personnes handicapées. C'est-à-dire que ça Mhm. reste de l'ordre de la recommandation. Et c'est bien ça le problème. Et moi, je suis venu évoquer ce sujet parce que je pense qu'il est important de savoir pourquoi cette décision intervient maintenant et quels sont les intérêts qu'elle sert. D'accord. Parce que son contenu est très intéressant, mais je pense qu'il faut s'intéresser à qui a porté cette réclamation. Oui, vous dites ces quatre organisations que Alors, quatre vous êtes très critique organisations, à leur égard. hein, il y a l'Association des paralysés de France, il y a l'UNAPI, c'est une association spécialisée dans le handicap mental, la FNAT, la Fédération des accidentés du travail, et l'UNAFAM, qui est une association de parents de personnes handicapées psychiques. Qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristique, ces associations? Ce sont des associations gestionnaires d'établissements et de services. Ce sont des prestataires de services qui agissent pour l'État, qui Mhm. sont financés par l'État et qui ont acquis en France un poids extrêmement important. Il faut savoir que ces organisations, elles sont extrêmement critiquées par les personnes handicapées, notamment par les associations de lutte contre le validisme dont je fais partie. Alors, c'est quoi le validisme, qu'on nomme aussi le Ouais. capacitisme? C'est un système d'oppression et d'exclusion. C'est l'ensemble des préjugés, des discriminations, des violences et des situations de domination, aussi bien diffuses et inconscientes qu'institutionnelles, et qui sont à l'encontre des personnes handicapées. C'est les situations de domination que les personnes handicapées subissent dans un monde qui est structuré et ordonné autour d'une norme dominante, c'est-à-dire la norme valide. C'est-à-dire qu'on est dans une société, dans des sociétés qui sont productivistes, capitalistes, et qui ont pour principale boussole la performance et la croissance. Et Ouais, donc, on a évidemment. construit tout un récit autour de l'individu dit capable. Et ce récit qui célèbre la performance de cet individu et la représentation stéréotypée des individus, elle instaure des logiques concurrentielles. Et donc, plus l'individu est performant, plus il est utile, et plus il est conforme à la norme souhaitée, et plus il bénéficie de privilèges. A contrario, l'individu donc qui a des capacités différentes, que ce soit sur le plan mental, cognitif, physique, sensoriel, celui-là est dévalorisé et considéré comme incapable et surtout comme inutile. Et c'est Ouais. ça le validisme. Donc, en fait, ces organisations, nous, ce qu'on leur reproche, c'est de dépolitiser la question du handicap, c'est-à-dire de considérer que la question du handicap, c'est ni de gauche ni de droite, que ça ne doit pas permettre de critiquer effectivement ce système de société productiviste dans laquelle on est. Et ça évite de se poser les bonnes questions. Et surtout, ça permet à ces organisations de parler à la place et au nom des personnes concernées. Imaginez si demain, Orpea, qui gère des
des établissements pour les personnes âgées, des EHPAD, disaient « Nous sommes les représentants des personnes âgées ». Ça ferait scandale. Et pourtant, en France, pour les personnes handicapées, ces organisations se présentent régulièrement dans les médias comme les représentants et les porte-parole des personnes handicapées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la décision du comité du Conseil de l'Europe, à aucun moment ces organisations n'ont mis en avant ce que l'ONU dit. Ou alors ils ont mis en avant uniquement certains passages de ce que dit l'ONU. Parce qu'il faut savoir que la France a ratifié en 2010 ce qui s'appelle la Convention internationale des droits des personnes handicapées et qui fixe un certain nombre d'obligations à la France sans que pour autant elle soit condamnée devant les tribunaux à ce titre-là, parce que justement la magistrature française ne s'est pas emparée de cette convention internationale, un peu comme à une certaine époque la Convention des droits de l'enfant n'était pas non plus appliquée par les tribunaux français. Oui. Et donc ces organisations, elles ont été saisir une organisation européenne qui n'impose rien à la France, qui dit à la France ce n'est pas bien, mais qui ne lui impose rien. On peut s'interroger sur le fait qu'elles ne saisissent quasiment jamais, ces organisations ne saisissent quasiment jamais. Oui, donc en fait, cette décision du Conseil de l'Europe ne va pas se suivre par des politiques publiques, par des changements dans la politique française, voilà. Sauf si le gouvernement veut bien changer sa politique. Mais le gouvernement, il considère les personnes handicapées comme des variables d'ajustement. Il a délégué la politique du handicap à ces grandes organisations qui vivent sur le dos des personnes handicapées. Et là, attention, je ne parle pas des salariés de ces organisations, qui souvent ne sont pas les mieux traités du monde, sont souvent des salariés à temps partiel, pas très bien payés. Moi, je parle des dirigeants de ces organisations. Les dirigeants de ces organisations, eux, ils sont très bien payés, ils ont des salaires de cadre supérieur. Et ils vivent du quotidien, sur le quotidien des personnes handicapées. Et surtout, une des spécificités de la France, c'est d'avoir fait qu'il y a énormément d'établissements spécialisés. Et que dit l'ONU, qui a émis plusieurs rapports depuis 2017 sur la politique française du handicap, puisque l'ONU, comme le Comité européen des droits sociaux, émet des avis, mais qui n'ont qu'une valeur morale, n'ont pas une valeur juridique contraignante. En tout cas, ce n'est pas reconnu par les tribunaux français à ce jour. Et donc, c'est facile d'aller porter la parole comme ça en se prétendant représentant et de demander finalement, in fine, qu'on perdure, que l'organisation française perdure, parce que ces organisations... Que dit l'ONU par rapport à ces organisations? Je vais vous le dire, il indique dans une de ses dernières observations générales et dans le rapport qui est sorti en septembre 2021, l'ONU demande à la France de modifier l'article 1er de la loi de 2005 de façon à clarifier qui sont les représentants des personnes handicapées. Et il indique à ce sujet qu'il convient de distinguer les organisations de personnes handicapées des organisations pour les personnes handicapées qui offrent des services aux personnes handicapées ou mènent des activités de plaidoyer en leur nom, ce qui, dans la pratique, peut donner lieu à un conflit d'intérêts dans lequel ces organisations font passer leurs propres objectifs avant les droits des personnes handicapées. Et donc, c'est pour ça que l'ONU demande que clairement, on distingue ces organisations. Or, qu'est-ce qui se passe? Les pouvoirs publics soutiennent ces organisations, ne s'adressent qu'à elles, jamais aux organisations comme les nôtres, qui sont pourtant des organisations dirigées, créées par des personnes handicapées, pour des personnes handicapées, et surtout des organisations qui ne vendent aucune prestation de service, qui ne gèrent aucun établissement. Donc, on est dans l'hypocrisie la plus totale. En fait, cette affaire, c'est juste une tentative de la part de ces organisations de redorer leur blason parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui, effectivement, ont découvert la notion de validisme, qui ont compris que leur situation de handicap, c'est le fait du choix de nos sociétés de ne pas s'adapter à tous ces enfants. C'est le fait du choix de ne pas mettre les moyens pour l'accessibilité. En France, ça fait 50 ans qu'on a des lois maintenant sur l'accessibilité, que ces lois sont toujours pas appliquées. Comment se fait-il que ces organisations ne mènent jamais de procès contre l'État français pour faire appliquer? Par exemple, il a fallu que ce soit nos organisations qui attaquent, par exemple, des bailleurs sociaux qui continuaient à construire des logements sans respecter les règles d'accessibilité. L'APF a refusé en 2018 de s'attaquer à ces bailleurs sociaux. Donc, on peut se demander quelle est la stratégie de ces organisations, si c'est d'organiser la perpétuation de
de leur organisation et du fait de continuer à avoir des établissements spécialisés qui continuent de ségréguer les personnes handicapées, ou est-ce que vraiment elles défendent notre droit à une vie autonome? Nous, Bah, on s'interroge. Et en tout cas, on a eu justement, vous, l'occasion de constater à plusieurs reprises que ce n'était pas le cas et que dans les décisions concrètes qu'ils prenaient, à chaque fois, ils étaient du côté de l'État et non pas du côté des personnes handicapées. alors justement, vous, vous avez directement, vous avez mené des actions justement, comme vous venez de le rappeler, contre des bailleurs sociaux, mais aussi directement contre l'État. Le 28 octobre dernier, vous avez déposé une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, avec votre association Handi Social, devant le Conseil d'État. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler, nous expliquer quel était l'objet de cette QPC? Alors d'abord, il faut expliquer ce que c'est que le droit à compensation de handicap. Le droit à compensation de handicap, c'est ce qui permet à une personne handicapée de bénéficier de toutes les aides, les moyens techniques, les aménagements de logement, de véhicules. Ça peut être de payer un fauteuil roulant, ça peut être de payer une prothèse, ça peut être de payer une canne blanche, une canne électronique ou un chien d'assistance. Enfin voilà, ce sont tous les moyens qui au quotidien nous permettent d'être à égalité finalement avec les personnes valides. Quand tous les transports sont accessibles, quand tous les bâtiments sont accessibles, nos handicaps disparaissent parce que nos handicaps, ils ne sont pas le fait de nos incapacités, de nos maladies ou de nos différences. Ils sont le fait d'une société qui est conçue par et pour les valides et non pas pour l'ensemble de la société, quelles que soient les différences qu'on présente. Et donc, cette compensation de handicap, c'est un élément essentiel pour nous permettre de mener la même vie que les personnes valides et donc d'être à égalité. À Oui. égalité. Et la question de l'égalité, c'est une question constitutionnelle. C'est quelque chose qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, mais qui est inscrit aussi dans la Constitution française. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a attaqué devant le Conseil d'État un décret. Un Ouais. décret qui est en fait, il faut savoir que c'était la loi de 2005, la loi du 11 février 2005, qui avait consacré le droit à compensation du handicap. Simplement, les textes réglementaires à l'appui de la loi avaient été bien en deçà de la loi et aboutissent au fait que régulièrement, on voit des gens faire des cagnottes, qui pour se payer un fauteuil roulant, qui pour se payer un véhicule aménagé, alors que la loi de 2005 avait dit que ça relevait de la solidarité nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant des années, les textes qui permettaient d'appliquer la loi ne sont jamais sortis, à tel point que le Conseil d'État, à 4 reprises depuis 2016, a condamné le gouvernement sous astreinte à produire des décrets pour mettre en application ces textes, sachant que, en fait, suivant les départements, il y avait des départements où vous pouvez obtenir, comme par exemple la Haute-Garonne où j'habite, où vous pouvez tout à fait obtenir le financement d'un fauteuil roulant, mais il y a des départements où c'est pas le cas. Et Ouais. puis, il y a des départements qui vont donner plus, d'autres moins. Donc déjà, il y a un problème d'égalité. Et ce qui s'est passé, c'est que l'association Handi Social a obtenu, j'avais obtenu pour moi-même le financement de l'aménagement d'un véhicule, ce que ne faisait pas habituellement la MDPH, en menaçant effectivement d'aller au contentieux. Et donc, j'avais pas obtenu la totalité de la somme, mais une bonne partie de la somme, ce qui m'a d'ailleurs permis de retrouver une autonomie. C'est-à-dire que je suis plus obligé de réserver mes transports 15 jours avant pour sortir de chez moi pour la moindre chose. Je sors à partir du moment où je suis habillé, je peux librement prendre mon véhicule et sortir quand je veux. Ce qui a complètement bouleversé ma vie, alors que mon handicap, enfin, mes incapacités sont toujours les mêmes. Ouais. Et donc, j'avais attaqué la Première ministre pour que ça fasse jurisprudence et pour que ça s'applique à d'autres. Et en fait, et pour aider aussi à faire sortir les décrets d'application. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? En 2018, il a tenté de sortir une nouvelle loi pour corriger la loi de 2005, dans laquelle il avait rajouté une phrase qui disait « dans la limite des budgets disponibles ». C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, il voulait faire dépendre cette compensation de handicap des moyens que l'État donnerait suivant les années, ce qui était totalement inacceptable. Nous avions réussi à l'époque à empêcher, alors que l'APF avait soutenu cette décision d'un parlementaire, nous avions réussi à, voilà, en menaçant clairement de mettre l'affaire sur la place publique, à les faire reculer. Et puis en 2020, quelques jours avant le confinement, le gouvernement a réussi à changer la loi et à rajouter cette mention dans la limite des budgets disponibles. Et nous l'avons découvert qu'un an plus tard, donc c'était trop tard pour le contester devant la loi. Mais le gouvernement n'avait toujours pas sorti le décret d'application pour permettre l'application de cette modification législative
et pour permettre la compensation du handicap. Oui. Ils ont sorti ce décret en avril 2022 et tenez-vous bien, c'est intervenu au moment où le gouvernement annonçait qu'il déconjugalisait l'AAH. Vous savez, c'est ce système qui faisait qu'on prenait en compte les revenus du conjoint pour calculer le montant de l'allocation adulte handicapé d'une personne handicapée, ce qui faisait que ça rendait la personne dépendante de son conjoint. Ouais. Et bien, au moment où ils annonçaient la déconjugalisation de l'AAH, ils ont conjugalisé cette compensation de handicap. C'est-à-dire que le décret qui est sorti, en plus d'avoir la loi qui disait dans la limite des budgets disponibles, ils ont dit qu'on prenait en compte les ressources du conjoint pour calculer cette aide qui permettait de compenser les handicaps. Et donc, on s'est saisi de ce texte qui venait de sortir au mois d'avril, parce que c'était la seule faille juridique qu'on pouvait exploiter, pour saisir le Conseil d'État de deux choses. D'une requête pour faire annuler ce décret, parce que ce que disait la loi, c'est qu'on devait prendre en compte les ressources personnelles nettes du demandeur, alors que le décret disait qu'il fallait prendre les ressources du foyer. Nous, on allait vers du moins 10 ans, quoi. Voilà, donc ça respectait pas ce qu'on appelle les hiérarchies des normes, c'est-à-dire qu'un décret peut pas être contraire à une loi. Donc on a déposé une requête en annulation et on a aussi, comme la loi l'autorise, déposé une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Et notre objectif, c'était de faire reconnaître par le Conseil constitutionnel que le droit à compensation du handicap relevait bien de la solidarité nationale, qu'il n'avait pas à être limité au budget que l'État voudrait bien consacrer à cette question. Et donc, on voulait sécuriser finalement ce droit à compensation et obliger l'État à abonder les fonds départementaux de compensation de façon à permettre que dans tous les départements, les personnes puissent obtenir les financements nécessaires. En plus, ce que disait la loi initiale en 2005, c'est qu'elle laissait quand même à la charge des personnes handicapées un montant qui ne pouvait pas être supérieur à 10% de leurs ressources. Ce qui reste quand même important pour quand vous avez des personnes qui ont l'AAH qui est sous le seuil de pauvreté, 10% de leurs ressources, ça reste important. Ouais. Mais ça restait, disons, acceptable. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. Cette QPC, elle a été soumise, le Conseil d'État devait d'abord décider si elle était transmise au Conseil constitutionnel. Donc, on a eu la joie d'apprendre que le Conseil d'État considérait que notre affaire était suffisamment sérieuse pour être soumise au Conseil constitutionnel. Et donc, le Conseil constitutionnel l'a examinée. Il a fallu faire très vite des dossiers. Alors, vous imaginez bien que nous, on est une petite association, qu'on n'a aucun salarié. Vous imaginez si une organisation comme l'APF, comme d'autres, qui sont financées par les pouvoirs publics, avait mené cette affaire à notre place. Il aurait pu le faire dans de meilleures conditions. Par exemple, nous n'avons pas pu venir défendre notre dossier en personne devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu les moyens financiers de payer le voyage à Paris, de payer des honoraires d'avocats supplémentaires. Voilà, donc nous n'avons pas pu être présents devant les 9 membres du Conseil constitutionnel pour contredire ce que disait l'avocat de la Première ministre. On a réussi malgré tout à obtenir de pouvoir produire une note en délibéré. À cette occasion-là, on s'est rendu compte que le gouvernement avait caché, ne parlait jamais d'une étude qui existait, qui parlait des fonds départementaux de compensation existants et qui montrait bien que d'un département à l'autre, on pouvait avoir 0 aide comme on pouvait avoir beaucoup plus et que donc ça ne permettait pas à beaucoup de gens dans ce pays de financer les aides. Et malgré tout, on a eu une décision de rejet de notre QPC qui est tombée le 27 mars. Oui, elle a été déboutée, oui. On a été débouté, et ce qui a fait dire à notre avocat que le Conseil constitutionnel avait jugé non pas en droit, mais en opportunité. Ça veut dire quoi, juger en opportunité? Ça veut dire que le Conseil constitutionnel, au lieu d'examiner la Constitution, de regarder si le fait d'avoir droit au financement d'un fauteuil roulant, par exemple, si le fait de ne pas avoir droit au financement d'un fauteuil roulant ne nous mettait pas en situation d'inégalité par rapport aux personnes valides, c'est ça qu'il aurait dû juger le Conseil constitutionnel. Non, il a jugé que finalement, ça allait coûter trop cher au budget de l'État de mettre en place les financements nécessaires. Donc, il a fait un jugement politique. Et je crois qu'il faut rapprocher de ça de ce qui s'est passé pour la réforme des retraites. Oui, évidemment. Oui. Finalement, on a eu là aussi un jugement en opportunité et non pas un jugement en droit. Et ça pose la question, effectivement, de
l'intérêt et l'utilité du Conseil constitutionnel, et ça pose aussi surtout la question de la composition du Conseil constitutionnel. Oui, Voilà. on a beaucoup, Dans tous bah, les cas de on en a cause, beaucoup parlé la semaine dernière, hein, avec la décision justement concernant la réforme des retraites, notamment la composition du Conseil constitutionnel, qui par exemple est nullement composé de gens experts en droit constitutionnel ou droit public, par exemple, absolument pas, oui. et que d'anciens politiques, d'anciens politiciens sur leur tour, Voilà. ce qui explique évidemment que ce que vous expliquez en termes de décision d'opportunité et non en droit. Voilà. Et donc, ce que n'a pas dénoncé l'APF, l'UNAPI et l'UNAFAM, et qu'ils auraient dû dénoncer, c'est par exemple l'ordonnance accessibilité qui a divisé par 5 la production de logements neufs, Ouais. alors que ces organisations sont responsables du fait que c'est passé par voie d'ordonnance. Hmm. L'ordonnance accessibilité a été validée par le président de l'APF de l'époque. Ouais. La loi Elan, alors que l'APF racontait à ses militants qu'il se battait contre cette loi, en même temps, il négociait avec le gouvernement le pourcentage de logements accessibles. Et Ouais. pourquoi c'est dramatique? Parce que qu'est-ce que le gouvernement avait défendu à l'époque? Il disait que c'était pas utile de faire 100% de logements accessibles parce que de toute façon, il n'y avait pas 100% de personnes handicapées dans la société. Donc ça paraît un argument frappé au coin du bon sens. Sauf que Ouais. c'est oublier une chose, c'est que il suffit pas que nous ayons des logements accessibles, il faut aussi que nous puissions aller dans les logements de nos amis, de notre famille, de notre patron, de notre amant. Enfin, voilà, Avoir une c'est vie ça la avoir une vie normale, quoi, vie. pouvoir vous C'est pas d'être déplacer. dans un lieu dont on ne sort pas. Hmm. Et ces organisations, qu'est-ce qu'elles ont obtenu depuis la loi Elan? Elles ont obtenu de faire dans ce qu'on appelle de l'habitat inclusif. Alors, soyons clairs, ça dit pas du tout inclusif. Et qu'est-ce que dit l'ONU sur ces habitats dits inclusifs? Il dit que c'est ni plus ni moins de petites institutions, c'est-à-dire des lieux de privation de liberté et des lieux de ségrégation. Parce que quand vous êtes dans un habitat inclusif, l'intérêt, il n'est pas pour vous, il est pour les départements qui économisent de l'aide humaine, c'est-à-dire qu'on mutualise les aides humaines qui aident la personne. Au lieu que la personne ait une aide humaine pour elle et consacrée à elle, il y a une aide humaine qui aide plusieurs personnes à la fois. Donc, si vous avez en même temps une personne qui veut prendre sa douche et une autre qui veut sortir, eh bien, il va falloir choisir. Il y en a une qui sortira ou une qui prendra sa douche, mais les deux ne feront pas ce qu'elles veulent. C'est ça la réalité. Ouais. Et ces organisations font des appels aux dons, font des appels à la charité publique pour grossir leur budget, alors même qu'elles ne défendent pas nos droits et qu'elles prétendent les défendre. Et nous, ce que nous disons, nous, les organisations de lutte contre le validisme, c'est que rien ne changera dans ce pays tant que ces organisations continueront à parler à notre place. Nous, ce qu'on demande, c'est que rien ne se fasse sans nous, que rien ne se fasse pour nous sans nous. C'est la devise d'ailleurs du mouvement européen pour la vie autonome auquel nos organisations sont affiliées. Je suppose que ça ne changera pas non plus tant que le gouvernement a aussi entreprend la question du handicap et des personnes handicapées exactement de la même manière, sous les mêmes paradigmes qu'il s'occupe des autres réformes, comme la réforme des retraites, c'est-à-dire avec une logique de toujours du moins-disant social et aussi de coupe budgétaire, et donc toujours Tout à moins fait. d'argent pour investir dans justement, par exemple, des logements qui permettraient d'être beaucoup plus inclusifs à l'égard des personnes handicapées. C'est Voilà. aussi au niveau politique, évidemment, que ça doit changer. Voilà. Et vous voyez, par exemple, le métro de Marseille, c'est un avocat qui tout seul a obtenu l'obligation de le mettre en accessibilité. Les organisations en question, elles sont jamais venues se porter partie civile comme cet avocat leur avait proposé. Le métro de Paris, l'APF et d'autres déplorent qu'il soit pas accessible. Pourtant, c'est l'APF qui, lors des négociations de la loi de 2005, a accepté que le métro de Paris ne serait jamais mis en accessibilité. Donc, vous voyez, ce sont des organisations qui disent une chose et son contraire. Ouais. Et moi, je parle des dirigeants, hein, je parle pas, encore une fois, de tous leurs adhérents qui croient bien faire, qui pour un certain nombre sont dévoués, veulent défendre les droits des personnes handicapées, mais qui sont dans des organisations qui privilégient la défense de l'institution, les moyens pour continuer à laisser les personnes être dans des établissements spécialisés. C'est comme les enfants.
Ces organisations déplorent que les enfants soient pas dans le milieu scolaire. Et en même temps, ces organisations continuent à demander de l'argent pour créer de nouveaux établissements spécialisés dans lesquels on met les enfants et dans les lieux dans lesquels ils n'ont pas accès à la scolarité. Donc il y a toujours ce double discours, comme sur la question des ESAT. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les ESAT. Ce sont les établissements et services d'aide par le travail. Ce sont des établissements spécialisés dans lesquels les personnes travaillent sans avoir le statut de travailleur. Et là, je voudrais aussi pousser un coup de gueule, même si ça commence tout juste à évoluer. Naturellement, nous devrions avoir les organisations de gauche à nos côtés, parce que nous défendons les droits de l'homme, nous défendons le droit d'être effectivement des êtres humains comme les autres, bénéficiant de droits sociaux, bénéficiant voilà, de tout ce qui fait les droits de l'homme. Et pourtant, les organisations de gauche n'ont toujours pas compris, par exemple, que les ESAT sont des lieux où vous n'avez pas le droit de grève, vous n'avez pas de droits syndicaux, vous n'avez pas droit au SMIC, vous n'avez pas de droit à la retraite. En fait, vous êtes comme les prisonniers. Et encore, les prisonniers, ils ont le statut de salarié. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des gens en France qui fabriquent des produits à la chaîne. C'est beaucoup des travaux répétitifs, à qui on demande de la décadence, hein, parce que contrairement à ce qu'on raconte, ces lieux-là qui normalement sont censés ne pas leur demander une productivité similaire ou l'invalide, de plus en plus ces lieux leur demandent la même rentabilité. Et après, on va vendre les produits qu'ils fabriquent en disant achetez ces produits parce que comme ça vous aiderez les personnes handicapées. Non. Et il faut savoir que ces établissements ont été condamnés par la Cour de justice de l'Union européenne et que la France n'exécute toujours pas ces jugements-là. Pourquoi ? Parce que ces organisations, elles sont en plein conflit d'intérêts. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les journalistes dans ce pays prennent l'habitude de s'adresser aux personnes qui sont directement concernées et pas de s'adresser aux orpéas du champ du handicap. Parce que ce qui choque pour les personnes âgées devrait choquer pour les personnes handicapées. D'accord. Bah, merci beaucoup, Odile Morin. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la question et d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de nous avoir donné la parole et à bientôt. À bientôt, Odile. Merci encore.